Bon, tout d'abord, merci d'être venu. Et donc la conférence de ce soir, qui sera la dernière de la journée, sera animée par Pauline Chevalier, qui est conseillère scientifique à l'INHA. Je vais lui céder le micro et elle va vous présenter le reste des intervenants. Merci. Bon, oui, ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être ici dans ce très bel espace de la Galerie des Serres. Cette table ronde est consacrée, elle est dans le programme comme présentée, comme liée à une actualité patrimoniale dont on va vous parler, 2 expositions. Je vais en dire quelques mots. C'est à la fois une actualité patrimoniale et puis ça rentre aussi directement en lien avec le thème de ce festival, le plaisir, mais conçu comme le plaisir de la fête et notamment celui de la fête de cour. Nous allons traiter plus précisément des costumes de fête et je dirais des dessins de costumes de fête. Verrons le lien entre ce dessin et costumes. Il s'agit aussi de voir à travers ces corpus que nos intervenants vont aussi vous présenter que ces dessins de costumes de fête nous disent aussi bien plus qu'une histoire du costume, mais on traitera aussi, on abordera, alors certes assez rapidement, mais des questions liées à l'histoire des techniques et aussi à l'histoire du corps, et notamment du corps dansant. Nous évoquerons également les collections, même puisqu'il s'agira principalement de traiter de ces albums de dessins issus des collections Rothschild, ces volumes costumes de fête, de ballet, de théâtre au temps de Louis XIV, offerts en 1935 au musée du Louvre, sur lesquels mes collègues reviendront. Plusieurs actualités, je disais. Tout d'abord, l'exposition En scène, qui aura lieu au musée du Louvre cet automne. Et nous accueillons ici deux des commissaires de cette exposition et qui est consacrée au dessin de costumes de la collection Rothschild. Également dans l'actualité, la restauration même de ces albums de dessins. Une autre exposition, l'art de la fête à la cour des Valois, une exposition qui aurait dû se tenir il y a quelque temps, mais qu'on aura le plaisir de découvrir en 2022. Voilà, ça fait partie de ces calendriers modifiés, mais nous réjouissons que cette exposition puisse avoir lieu prochainement ici à Fontainebleau. Des travaux aussi liés à une historiographie sur le sujet qui s'est aussi renouvelée de multiples manières, avec une thèse aussi de Valentina Baldi, dont Dominique Cordelier pourra peut-être dire quelques mots aussi, concernant d'autres volumes conservés à la Bibliothèque palatine. Et puis, ce qui nous importait, c'est aussi de traiter d'une actualité un petit peu plus large d'un point de vue méthodologique sur l'évolution de l'histoire de l'art, une transformation des regards sur ces corpus, puisque ce sont des corpus de dessins, de costumes, mais nous sommes aussi à un moment où, en histoire de l'art s'ouvre à l'histoire de la mode, à l'histoire de la danse, à une histoire du corps. Et finalement, ces corpus sont aussi des sources majeures de la connaissance du geste dansé, des pratiques chorégraphiques, mais aussi des textiles et des ornements. Pour échanger aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir autour de cette table Jérôme Delagorce, qui est historien de l'art, musicologue, directeur de recherche émérite au CNRS et qui, je crois que je peux le dire, il a consacré toute sa carrière de recherche de chercheur aux costumes de scène et aux représentations de la fête. Et je le remercie très vivement d'être présent aujourd'hui. Et j'ai été très malade pendant tout le début de l'année et je n'étais pas sûr de venir, mais je pense que c'est important, étant donné que j'ai beaucoup travaillé pour l'exposition et que j'ai pu finir toute la rédaction avant d'entrer dans ma maladie, si je puis dire. Donc ça me donne l'occasion de m'exprimer sur ce très beau sujet et j'expliquerai pourquoi, à mon avis, c'est exceptionnel. Cette exposition est exceptionnelle. Merci beaucoup. à sa gauche, Dominique Cordelier, qui est conservateur général au département des arts graphiques du musée du Louvre et qui a notamment contribué au catalogue et à l'exposition de l'art de la fête à la cour des Valois et qui est grand spécialiste de l'école du dessin spécialiste du dessin de l'école de Fontainebleau, excusez-moi. Et puis Michael Bouffard, à ma droite, historien de l'art, chercheur à l'université Paris-Sorbonne, qui est également danseur et qui contribue aussi en tant que co-commissaire avec Jérôme Delagorce et Victoria Fernandez-Massaguer à l'exposition En scène que vous retrouvez donc au Louvre à l'automne. Peut-être pour commencer, ces objets qui nous intéressent. Alors, je montrer ces albums. Oui, des albums qui ont été donnés, vous l'avez dit, avec toute la collection d'Edmond Rothschild, donnée par ses enfants en mémoire de leur père et conformément à ses vœux, et qui sont exceptionnels, qu'on a pendant
très longtemps pas pu présenter parce que c'était des albums, comme vous le voyez, reliés de façon contraignante pour les dessins, une assez mauvaise reliure. Et il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, on a pu les restaurer, remonter les dessins sur onglet de telle manière qu'on peut les présenter dans les expositions, on peut les étudier aussi, vous verrez quand on abordera la question de la matérialité des dessins, parce que sans avoir accès à la transparence de la feuille, au verso du papier, on ne peut pas bien comprendre le type d'objet que c'est. Et justement, j'ai beaucoup travaillé sur ces volumes et le papier était devenu... en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces 14 volumes, avant même de la restauration au XIXe siècle, et tout ce fond était dispersé dans 14 volumes. Je suis sûr que dès le début de la collection qui a été acquise par la famille de Rothschild, il y avait déjà cette division des 14 volumes. Donc ça a été restauré encore au XIXe siècle. Et là, ce qui était terrible, c'est que c'est le papier qui s'effritait complètement et qui empêchait vraiment de bien consulter chaque page, et on risquait à chaque fois d'abîmer véritablement la conservation des pages, des feuilles. Mais alors justement, ces questions de montage, c'est peut-être intéressant de revenir en premier lieu sur la spécificité. On est dans du dessin destiné sont des dessins qui permettent de penser et de construire le costume sur le papier, mais peut-être dire quelques mots sur la spécificité de ce type de dessin, des annotations, la manière dont ces annotations ont aussi évolué dans le temps. Est-ce que vous pourriez justement peut-être revenir en préalable sur la spécificité de ce type de dessin qui fait œuvre, mais qui est aussi destiné à produire une autre œuvre? Oui, alors très vite sur la question de la matérialité, parce qu'on ne peut pas faire tout dessus. C'est quelque chose, ces dessins tels qu'on les voit aujourd'hui, souvent sont des dessins qui ont été détourés selon la silhouette de la figure, et ce qui pose un problème. Mais il faut comprendre pourquoi. Et c'est peut-être à partir du petit corpus des dessins qui date du XVIe siècle, dans ces 14 albums qui comptent plus de 1600 feuilles, et qui vont jusqu'au XVIIIe siècle. On comprend ça en regardant les dessins qui appartiennent à d'autres fonds, en particulier à ce fonds de Florence exceptionnel, qui lui-même montait dans 2 albums, mais où les dessins n'ont pas été détourés. Et on voit très vite que sur les feuilles, il y a des annotations. Il y a des annotations. Alors, si on revient à la diapositive précédente, on voit que l'annotation peut donner le nom du personnage à qui est destiné le costume, Monsieur de Troyes, en haut. Donc Louis de Lorraine, évêque de Troyes, et en dessous le nom du rôle, la discorde, donc avec la pomme dans la main. Si on passe à la diapo suivante, on voit très bien que d'autres annotations sont d'une autre nature, et on trouvera ça constamment au fil des siècles. Ce sont des indications, ici portées en italien, qui montrent en fait les natures de tissus et quantités de tissus nécessaires pour la réalisation du costume. On voit pour la manche, il faut tant d'aunes de satin, etc. Et on a comme ça des choses. Or, il se trouve que, et on va le voir sur la diapositive suivante, ces annotations, pour le pur amateur de dessin, c'est comme des parasites. C'est quelque chose qui vient, déstabiliser la pure image. Et du coup, les amateurs, Jérôme Delagorce, à la fin de cette intervention, nous précisera dans quel contexte historique, mais les amateurs ont détouré les dessins pour évacuer le discours, évacuer le langage, évacuer toutes ces notes qui étaient en fait des notes techniques. Et on le voit bien sur table lumineuse. Quand on met le dessin sur table lumineuse, c'est ce que permet la restauration, c'est de démonter les feuilles, on s'aperçoit qu'en fait on a une vraie silhouette. Et puis, même qu'au verso de ces feuilles, il y avait des annotations, encore une fois, des annotations qui portaient sur la confection, oui, exactement, sur la confection des costumes. Ça a donné aussi cette observation sur table lumineuse. Là, peut-être Michael peut nous en dire un mot de plus. Ça a donné des informations très intéressantes concernant les filigranes. Oui, exactement. La diapo suivante le montre bien. Vous pouvez voir ici le filigrane au pot à une anse, qui est très caractéristique d'une certaine décennie, qui nous permet en tout cas pour le XVIe siècle, c'est un peu plus facile de cerner par les filigranes la datation. Au XVIIe siècle, il y a de plus en plus
de filigrane un peu génériques qui, par exemple, le colombier ou encore la fleur de lys, qui sont des marques, des sortes de papier. Et donc, c'est plus difficile de vraiment cibler une décennie. Par contre, on peut en tirer autre chose, comme par exemple ici, vous voyez un dessin d'un personnage pour Isis, et vous voyez qu'il y a un soleil. En fait, c'est une photo en transparence, et il y a un petit lys, et il y a CO. Et en fait, en regardant d'autres dessins, on peut reconstituer le filigrane qui se trouve sur d'autres feuilles et qui se retrouve sur plusieurs autres feuilles. Et donc, en combinant les fragments de chaque feuille, on retrouve B pour Benoît, fleur de lys, colombier, avec un soleil, et parfois il y a une grappe de raisin au centre, parce que c'est la sorte de papier, c'est du grand raisin, ou sinon c'est du grand soleil, ça dépend des filigranes. Donc ça, si on ne pouvait pas vraiment dater précisément ce filigrane qui correspond aux années 1660 jusqu'aux années 1700, on pouvait quand même reconstituer des séries, parce qu'en remettant côte à côte tous les dessins qui sont faits sur du grand soleil, qui ont épuisé une même rame de grand soleil de Benoît Colombier, mais on retrouve en fait des personnages qui correspondent pour un même spectacle. Et Jérôme de Lagorce avait déjà stylistiquement regroupé ses dessins pour Isis, et donc le filigrane a permis de confirmer que c'était bien pour ce spectacle, mais aussi de trouver d'autres dessins qui étaient disséminés dans d'autres volumes et qui correspondaient à la même série. Et peut-être juste une dernière chose que je peux vous montrer, c'est ce qu'on peut trouver aussi, des choses très rares. Hein. Par transparence, on ne trouve pas que des filigranes, mais on a trouvé une signature de Bélange sur un des dessins qui faisait dispute depuis assez longtemps, et qui était jugé comme avait été désattribué, non plus à Bélange, mais à un anonyme. Et donc, cette étude en transparence nous a permis de trouver la signature de Bélange. Fait très rare d'ailleurs. Bélange a signé quelques dessins, mais c'est pas pour nos dessins de costumes, c'est très rare qu'on trouve des signatures. On en trouve un peu pour Jean Bérin II, le fils de Jean Bérin, mais sinon c'est quand même assez exceptionnel, cette histoire de la signature des œuvres. Je pense que pour étudier tous ces costumes, aussi bien ceux du XVIIe siècle que des autres périodes, il faut avoir un œil extrêmement exercé, reconnaître les écritures et toutes les manières, si je puis dire, particulières de l'artiste pour pouvoir regrouper des séries qui permettent après d'identifier et de dater des ensembles. D'où l'étude des papiers. Les papiers permettent surtout de confirmer des hypothèses, mais très souvent les hypothèses sont bonnes si vous avez un œil très exercé. Et ça, c'est évidemment un exercice qui est très long, mais qui permet vraiment d'obtenir des résultats très fiables. Voilà ce que je voulais dire. Sur l'étude des papiers, il y a des choses aussi que vous évoquez dans le catalogue, mais qui sont parfois des choses aussi anecdotiques, mais qui révèlent le fonctionnement d'un atelier. Enfin, je pensais le fonctionnement de l'atelier aussi de Bérin, et la manière dont... peut-être Mickaël voulait en dire quelques mots, mais voilà, ce que révèle le papier aussi du fonctionnement de l'atelier. Oui, bien sûr. En fait, peut-être avant de répondre à cette question et continuer sur un sujet que Dominique avait lancé, c'est l'histoire des annotations. Parce que vous en retrouvez plus tardivement au XVIIe siècle. Hein, là, on voit vraiment justement la vie de l'atelier de Bérin à gauche, qui est un costume de Pluton pour la tragédie en musique Proserpine. Et de l'autre côté, vous avez des parcs pour Isis, et vous retrouvez des traits. Et en fait, quand on parlait que des figures avaient été détourées, en fait, parfois, on trouve les petits traits qui relient les annotations qui sont maintenant évacuées aux parties du costume auxquelles elles correspondent. Et une des choses sur lesquelles Jérôme de Lagorce avait travaillé sur ce dessin, notamment de Pluton, vous voyez qu'il y a la main de Bérin, mais il y a aussi une autre main en bas avec la mention accordée. Et donc parfois on peut trouver aussi, on peut trouver la main de l'artiste, les annotations de la main de l'artiste,
et comme l'a montré aussi Dominique Cordelier, du tailleur, et ici, probablement de celui qui approuvait la dépense qui allait s'en suivre de la réalisation des costumes. Un costume qui a été créé pour un spectacle donné à la cour à Saint-Germain-en-Laye, qui est un opéra de Lully. Et je me souviens à l'époque de Roselyne Bacou au Louvre. Elle voulait s'assurer absolument que ce soit un costume pour un spectacle donné à la cour, parce que le thème de l'exposition, c'était collection de Louis XIV. Et je me souviens, elle était tout à fait enchantée qu'on puisse rapprocher Pluton de Gay, qui était effectivement l'interprète de la création de cet opéra et de ce rôle de Pluton dans Proserpine de Lully. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le nom, il y a Pluton juste en haut et Gay, donc, qui est un peu tronqué, mais qu'on voit malgré tout. Sinon, on peut voir aussi tout le travail de l'artiste. Par exemple, quand il étudie plusieurs alternatives pour un costume, pour se rendre compte de l'effet des proportions par rapport au tonnelet, la disposition des ornements. Ou, fait très intéressant, si vous avez la chance de regarder ces dessins de costumes, parfois il y a des croquis effacés. Parfois ils ne sont pas effacés, mais très souvent ils sont effacés, qui montrent l'envers du dessin, du costume. Donc ils peuvent montrer des détails du dos. Là, vous avez de la façon dont les manches pendantes du personnage basque tombent à la pierre noire dans la marge à droite. Juste un mot, parce qu'on dit vous pouvez voir, vous allez voir, vous pouvez voir. Je rappelle que ces collections de dessins de la collection Edmond Rothschild, conservées au Louvre, au sein du département des arts graphiques, où effectivement vous pouvez venir les voir. C'est parfaitement possible. Actuellement, c'est sur rendez-vous, mais en consultant le site du musée, vous avez très facilement accès à notre accueil qui vous fixera un créneau horaire un jour de la semaine entre 13h et 18h. Voilà. Mais pendant très longtemps, parce que je les ai étudiés pendant 20 ou 30 ans, on ne pouvait pas les emprunter pour une exposition, c'était impossible. Et donc là, c'est la plus grande chance que vous puissiez avoir, c'est de voir maintenant véritablement les dessins originaux exposés. Ce sera la première fois qu'ils seront pour la plupart exposés au public. Et ça, je tiens à le dire, si ça peut vous inciter à venir voir cette exposition, car évidemment de voir les dessins, ce n'est pas la même chose que simplement de les consulter dans une publication avec des reproductions qui sont quelquefois pas toujours excellentes. Enfin, elles n'étaient pas toujours excellentes. Alors que là, quand vous verrez véritablement les dessins, vous verrez leur qualité. Et on pourra aussi peut-être admirer la couleur. Je pense que c'était aussi un point qu'on souhaitait regarder ensemble, puisque cette question de la présence de la couleur n'est pas forcément une évidence. On a des très beaux dessins qui font des couleurs magnifiques, mais peut-être dire quelques mots sur l'évolution de la présence de la couleur dans ces dessins. Avec Bérin, on a eu un festival alors pas d'histoire de l'art, mais de couleurs. Et en fait, ça n'est pas une évidence dès le départ. En tout cas, si on parle de la pratique du dessin de costume en France, pour laquelle on a très très peu de témoignages antérieurs au XVIe siècle, ou pratiquement pas, il faut bien voir que quand Léonard de Vinci vient en France, un de ses rôles, c'est de donner des dessins de costumes. Comme vous le voyez ici, on est sûr que c'est des dessins de Léonard faits en France, parce que précisément, ils sont faits sur des papiers français, qui sont de papiers de moins bonne qualité que les papiers italiens. Il n'y a pas de raison qu'il se soit rendu malheureux à utiliser des papiers français en Italie. Là, donc, on n'a pas de témoignages. On a des témoignages directs de fait où il a pu contribuer, par exemple à Amboise, à Romorantin ou à Paris, mais on n'arrive pas à faire de connexion précise entre les dessins qu'on conserve et les relations des faits que l'on conserve aussi. Ce qu'on voit en revanche, c'est que les dessins sont monochromes. C'est des dessins à la pierre noire, extrêmement subtils, mais ils sont monochromes. Et ça, c'est la tradition italienne. C'est ce qui existe avec Léonard, c'est ce qui existait avec les contemporains de Léonard, type Piero di Cosimo. Et ça va durer, si on regarde la suite. Au milieu du XVIe siècle, chez Perino del Vaga, d'un côté, Bertani, de l'autre, ils se débrouillent pour mettre les indications de couleur sous forme d'annotation.
ils disent ici c'est blanc, là c'est jaune, et ils ne les posent pas en couleur, c'est leur notation. Et ça change avec Fontainebleau, ça change avec les artistes italiens de Fontainebleau, vraisemblablement ça change avec Rosso Fiorentino, qui travaille ici et à Paris entre 1530 et 1540. On a un très bel exemple. Et Rosso fait d'un côté à droite le dessin qui est à la Bibliothèque nationale, à moins que ce soit son collaborateur Léonard Thierry, j'en sais rien à vrai dire. Il fait des dessins encore monochromes, mais il en fait aussi en couleur, et c'est probablement le plus ancien qu'on ait pour le XVIe siècle qui est en couleur. Alors cet usage de la couleur, il va devenir, on le voit, plus général ensuite, mais le monochrome reste. On peut voir sur la diapositive suivante que pour un dessin de Jupiter, pour un dessin d'Hyménée, pour un dessin qui représente un costume de huppe, donc un costume d'oiseau, le primatiste, lui, utilise aussi bien la plume et l'encre brune, la pierre noire que la sanguine. On est toujours dans le registre monochrome, mais il va être un virtuose de la couleur, et on le voit dans les dessins de Persée, de la Discorde qu'on a déjà vu, ou le dessin de Goliath. Ce sont des dessins des années 1545-1546. On connaît précisément les fêtes pour lesquelles, par exemple, le Persée a été porté ici à Fontainebleau en 1541 par Monsieur de Vendôme. On sait très précisément que la Discorde était pour Monsieur de Troyes, donc l'évêque de Troyes, à ce moment-là, c'est Louis de Lorraine, on est avant 1545. On est après 1545. Le David, il est tout à fait passionnant parce on sait que c'est un costume qui a été répliqué 6 fois. Il était donc porté par 6 gentilshommes. C'est intéressant, hein, ce phénomène de le même costume pour un seul personnage, ce phénomène de démultiplication pour des entrées dansées dans le bal. Et ça, c'était au bal de Mademoiselle d'Avrigny au Louvre en 1546. Alors tout ça, on le sait grâce, en fait, à la correspondance des ambassadeurs. Vous faisiez allusion tout à l'heure au travail de Valentina Baldi. Le travail était entrepris bien avant elle, en particulier par Carmelo Occhipinti et d'autres bons chercheurs, Tamaglio et d'autres. Mais il est absolument passionnant de dépouiller les archives italiennes à Modène, à Florence, à Mantoue, pour trouver les lettres des ambassadeurs qui vont décrire ces costumes avec précision. Et le travail de Valentina Baldi est exceptionnel parce qu'elle a en plus dépouillé les archives florentines, ce qui n'était pas fait, et sur une très longue période, ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. Donc c'est très précieux pour nous. Alors, pardon, je garde un tout petit peu la parole pour essayer de comprendre d'où vient cette question de la couleur, si ça ne vous ennuie pas. La couleur dans le dessin de costume n'est pas inventée pour le costume de fête. Ça n'intervient pas d'abord dans le costume de fête. On a des exemples au XVe siècle, par exemple dans l'entourage de Pisanello, donc artiste de cour, hein, c'est important quand même, qui fait ces costumes de cour aux emblèmes. Alors on ne sait pas si c'est les Est ou les Gonzague, parce qu'ils avaient les mêmes couleurs emblématiques, hein, les 3 couleurs des vertus théologales. C'est ce qu'on a à gauche. On sait aussi qu'il y a toute une tradition, en fait, graphique, qui fait que quand on veut dessiner ce qu'on appelle la diversité des habits selon les pays, eh bien, la couleur est un bon marqueur, j'allais dire ethnographique, et il faut la signifier sur le dessin. Là, on a un exemple d'une Vénitienne. On peut voir d'autres exemples du même ordre. La couleur aussi, et ça c'est de longue date, au XVe siècle on en a déjà des traces dans les textes, la couleur c'est aussi un marqueur symbolique. Hein, vous avez ici des femmes vêtues aux couleurs de la joie, c'est le vert, aux couleurs de la jouissance, c'est le jaune, aux couleurs de la trahison, c'est le violet, et tout ça. Et tout ça, c'est une couleur symbolique, effectivement. Là, j'ai emprunté les exemples à la culture française, c'est dans un recueil de textes de Jean Robertet qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. On a des exemples célèbres à l'étranger aussi, simplement rappeler en 4 diapositives ce que fait Dürer entre 1500 et 1521 quand il veut représenter les dames de Nuremberg ou les dames de Livonie. Voilà. Et il est certain que ça rentre dans la préhistoire ou dans la généalogie du dessin de costumes de mascarade, puisqu'au fond, c'est de ça
qu'on parle pour le XVIe siècle, ou de bal masqué, ça serait peut-être plus juste de dire bal masqué, ou costume de carnaval. Voilà ce que je voulais dire juste sur la couleur, c'est un phénomène qui va perdurer au siècle suivant. On va continuer à trouver du dessin monochrome et du dessin en couleur pour le costume. Où on a vraiment très très tôt des dessins en couleur pour des spectacles. Et Michael a travaillé dessus, les fameux artistes qui précèdent. À Londres, il y a des collections que Margaret McGowan a. D'ailleurs, Ravel, voilà. Il y a des costumes de Ravel qui sont déjà en couleur pour des spectacles. Et vous avez à la fois les indications bleu, vert, etc. Parmi les annotations, mais en même temps des couleurs véritables qui sont ajoutées pour chaque rôle. Oui, il faut peut-être préciser que Ravel, avec Ravel, on est au début du XVIIe siècle. À la frontière, c'est ça. Et ça, c'est un exemple de ce dont parle Jérôme. Ici, il y a un dessin de Ravel avec incarnadin du roi, qui doit être une couleur spécifique, une sorte d'incarnadin précise. Mais j'en profite, comme on a ce dessin de Ravel, pour poser une question à tous les deux. Il y a cette question, est-ce que les artistes, on se dit, ben oui, les artistes mettent eux-mêmes les couleurs sur leurs dessins. Mais on a certains témoignages, comme celui-ci, où on a en dessous du dessin, mettre les couleurs. Ça revient assez souvent chez Ravel. Il semblerait que c'est de la main de Ravel, mettre les couleurs. C'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un pour les mettre. Autre exemple, un peu plus tard, dans les années 1650, le maître du ballet de la nuit, tout le monde connaît le ballet de la nuit de Louis XIV, où Louis XIV a dansé. Et donc, on a un dessinateur ou des dessinateurs, on ne sait pas trop s'ils sont deux ou un seul, qui ont fait plusieurs dessins sur le même type de papier au début des années 1650. Et on retrouve des annotations de couleurs. Il y a parfois des annotations de tissus, de matière. Donc, on pourrait supposer que ce sont des dessins qui ont été préparatoires à la fabrication des costumes, mais qui ont peut-être été convertis en objets mémoriels par la suite. C'est une question que je pose parce que ici, par exemple, pour le forgeron, on trouve N là où il y a noir, B là où il y a blanc, et une espèce de J comme un crochet là où il y a jaune. Ça fait penser un peu aux artistes, aux peintres du XVIe siècle, dans les codes couleurs, où on trouve des... Oui, ça peut être simplement un phénomène d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place de la figure qui revient au maître qui conçoit le costume. Il indique d'une lettre la couleur et c'est un coloriste spécialisé, un peu comme ça se fait aujourd'hui dans la bande dessinée, où très souvent la mise en couleur de la bande dessinée n'est pas de celui qui a fait le trait. Donc c'est un assistant qui pose les couleurs, ce qui est un travail fastidieux. La maîtrise du lavis, ça demande du temps, du soin. Faut mettre un frein à l'imagination pour poser ça. Donc c'est peut-être simplement un phénomène d'atelier. Au XVIe siècle, je pense que ce sont vraiment les peintres concepteurs de costumes, car il faut le dire, au XVIe siècle, ce sont les peintres du roi, qui conçoivent les costumes. Une petite question pour Jérôme. Cette question-là se pose aussi pour Bérain. Je mets ici des costumes de Bérain qui, par rapport à la couleur, avaient une attitude, en fait aussi, il faut dire, bon, par rapport à ce que disait Dominique, à la Renaissance, il n'y avait pas non plus une quantité énorme de costumes à produire pour une fête ou pour un spectacle. Alors que quand on arrive à l'opéra, on a tous les chœurs habillés, tous les danseurs de ballet, parfois des acrobates, les chanteurs, ce qui faisait une quantité de modèles monstrueuses et qui, souvent, on leur donnait 3 semaines aux dessinateurs pour faire ça. On a quelques pièces d'archives qui montrent ça. Donc, ils ne pouvaient pas tout faire eux-mêmes. Et pour Bérain, je pense que c'est le cas, Jérôme. Non, mais on a multiplié les exemples à l'époque de Bérain pour une raison simple, c'est que, on en parlera peut-être, c'est Durandray, qui était un collectionneur, voulait absolument conserver le souvenir des costumes, et on a payé des copistes pour
conserver, être sûr que l'on ne perdait pas un souvenir important d'un spectacle. Et alors là, ce qui est très amusant, c'est que vous avez deux versions différentes du même dieu, qui est Sangar, qui est un dieu de fleuve, et à gauche, vous avez une copie, mais les annotations en bas sont de la main de Bérin, c'est-à-dire du créateur, alors qu'à mon avis, à droite, toute la figure est de Bérin, et à mon avis, de meilleure qualité. Donc, ça paraît peut-être bizarre, mais il y a comme ça des différences de qualité selon les feuilles que l'on étudie. Et c'est lié au fait qu'il fallait conserver beaucoup de copies du même dessin. À mon avis, c'est un réflexe, c'est pour être sûr de la conservation des modèles. Mais on reviendra peut-être sur ces questions de circulation aussi et d'emprunt, mais peut-être aussi en termes de iconographie, quelque chose d'assez fascinant dans ces dessins, qui sont ces phénomènes de bizarrerie et d'extravagance. Dominique Cordelier évoquait l'imagination tout à l'heure, mais ce sont des dessins qui montrent, je dirais, une liberté totale laissée aussi aux dessinateurs et à la conception du costume. Et peut-être justement, est-ce qu'on a une limite ou pas, et de quelle bizarrerie parle-t-on, et jusqu'où l'imagination peut-elle aller en termes d'hybridation, d'inversion que l'on peut voir dans ces dessins? Oui, c'est compliqué en fait. Là, on arrive dans un domaine où vous avez plusieurs versions du même costume, et ce n'est pas le seul personnage que nous avons étudié avec ces problèmes de versions différentes. Et moi, je trouve ça très passionnant, mais ça n'aboutit pas toujours à des conclusions très essentielles, peut-être. J'ai quand même l'impression, quand on consulte le corpus tel qu'il nous est parvenu, on n'a pas tout. Hein, on n'a pas tout le matériel de toutes les fêtes qui se sont déroulées de 1515 à 1800. Donc, quand on consulte ce corpus, en fait, je pense qu'il y a quand même un éventail de types, finalement, qui est établi de façon très large au XVIe siècle et qui est peu à peu spécialisé, sélectionné au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec une sorte d'humanisation du costume et c'est bien naturel, hein, parce qu'on vient de la mascarade et on va vers l'opéra, et c'est exercé. Là, malheureusement, avec l'éclairage, et je ne sais pas si sur les écrans relais c'est plus facile à voir, on a des exemples du XVIe siècle où ce qui prime, c'est l'animalité du costume. Hein, alors une animalité, dans un cas mythologique, hein, c'est un cerbère, un chien à 3 têtes. Dans l'autre cas, c'est une animalité presque religieuse, c'est vraisemblablement le loup de Goubiot, donc le loup de Saint-François. Donc, et d'ailleurs, ça serait très très intéressant de voir quelle est la part, disons, du religieux qui passe dans la mascarade au XVIe siècle. On n'a pas énormément de témoignages. Et si on... Pour les mascarades. Hein. Oui, c'est pour les mascarades. Je pense qu'effectivement, on n'est pas dans le même registre. La mascarade, elle permet ce qu'on voit aussi, par exemple, elle autorise des choses comme alors, on a toutes sortes de choses. Hein. On sait que François Ier s'est produit déguisé en crevette. On sait ici que la figure de Janus est une figure récurrente dans la mascarade au XVIe siècle. On en a en 1548, on en a en 1558, on en a en 1563. Ça revient tout seul, à tel point que les ambassadeurs le notent en disant bon, on a facilement j'ai le témoignage, là, ça donne le ton de la perception finalement qu'avaient les ambassadeurs. Hein. Dans cette cour, il s'agit de la cour de France, rien n'est plus attendu que de se donner du bon temps, tout le jour en joute, fête, avec de très belles mascarades, toujours différentes. Hein. Tantôt en empereur romain, tantôt en arquebusier avec de certaines petites casaques modernes et casquées à l'ancienne, tantôt en Janus, c'est vraiment ce qu'on voit ici, c'est-à-dire avec 2 visages. C'est fondamental dans la mascarade de se donner 2 visages. C'est déjà le cas du masque. Hein. Si on s'en donne 3, c'est encore mieux, d'une certaine façon. Tantôt en Actéon, donc en personnage métamorphosé, tantôt à la manière des paysans de Gascogne, donc toute la question des pays
qu'on peut représenter, et beaucoup d'autres façons trop longues à énumérer, et j'ai déjà été moi-même trop long sur ce sujet. Peut-être sur Fils de Louis XIV, pour lequel on a organisé des mascarades, et il changeait 7 à 8 fois de costume pendant la soirée, pendant les spectacles. Donc il y a une très grande liberté de goût qui se poursuit. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites à propos de la Renaissance se poursuit à la fin du règne de Louis XIV avec les costumes de mascarade pour le grand dauphin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'époque où le grand dauphin faisait ses mascarades, c'est le moment où le ballet de cour tombe en désuétude, parce que le ballet de cour Voilà. a joué entre la Renaissance et parce que c'était aussi souvent des ballets qui étaient donnés pendant la période du carnaval, donc a joué ce rôle de travestissement où les nobles se mêlaient parfois des professionnels pour danser. Et on parlait des limites tout à l'heure, jusqu'où on peut aller. On peut aller très loin. Je donne un exemple tiré des ballets qu'a représenté Daniel Rabel au début, à l'époque de Louis XIII. On a un professionnel danseur qui danse avec deux nobles amateurs, une entrée du maquereau et ses deux garces. Et on se dit, ouais, c'est quand même assez surprenant de s'imaginer ces nobles déguisés en femmes de vie douteuse devant toute la cour. Mais en fait, il y a un élément qui fait qu'ils peuvent se permettre cette licence et même d'aller jusqu'à des entrées de ballet qui presque obscènes, c'est le masque. Parce que même si tout le monde sait qui ils sont, parce qu'on avait des livrets de ballet qui révélaient leur identité, si on sait qui ils sont, il faut tout de même, il faut à tout le moins protéger l'effigie. Et le masque sert à protéger cette effigie. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le courtisan de Castiglione, qui dit on peut faire des pas redoublés et des danses rapides qui déshonoreraient le noble en d'autres occasions, à condition de porter le masque. En fait, ça nous emmène aussi vers d'autres choses, c'est-à-dire que ces figures de l'imagination, on est aussi, j'ai deux questions, du coup c'est à la fois quelles sont les sources qui vont nourrir cette imagination et la manière dont on a aussi des phénomènes de circulation, d'emprunt, on retrouve, et puis aussi à un autre point, on parlait de contraintes, mais là j'aimerais plutôt vous entendre sur la contrainte des corps, parce que finalement le masque et porter un costume, on est et jusqu'où cette fois est la limite de la contrainte posée au corps, et notamment au corps du danseur ou au corps du chanteur. C'est deux choses, parce qu'on a des costumes à effet, on a des costumes qui montrent une certaine virtuosité technique dans la réalisation des costumes, et j'aimerais vous entendre sur ces deux choses, à la fois sur les sources et aussi sur la contrainte du corps, peut-être. Alors, si on, effectivement, on peut peut-être passer la question du masque et y revenir par la suite, et venir tout de suite à la question de la contrainte du corps. Pour le XVIe siècle, très souvent, ces travestissements sont portés par des hommes. Les hommes sont souvent des aristocrates, des nobles, et ils sont rompus au port de la cuirasse, de l'armure en général. Donc, je veux dire qu'il soit dans un vêtement contraignant, et c'est plutôt moins que d'habitude, d'une certaine façon. Même si, effectivement, ça n'est pas rien. Si on prend, par exemple, l'exemple qui est là de ce costume qui a été porté par François Ier, c'est un costume de centaure. Un costume de centaure. On sait que la demoiselle était factice, elle était sur la croupe montée en Amazone sur le centaure. Elle pesait 3 livres, donc c'est pas très lourd. Et le corps du centaure était lui aussi factice et mesurait un peu plus d'1,20 m, environ 1,40 m. On a les mesures dans les lettres des ambassadeurs sont données très, très, très précisément. C'est un costume à mécanisme. Le roi est debout à l'avant de la figure, et en fait, tout un mécanisme caché par le caparaçon permet aux jambes du danseur, finalement, de faire fonctionner les jambes factices
articulé du centaure. Le dessin se trouve au Getty, à Malibu, hein. Non, pas à Los Angeles, pardon. Et on voit à côté d'ailleurs une dame qui est, elle, en costume moderne, en costume de... probablement la sœur du roi ou son épouse. Donc, en fait, donc, costume extraordinairement contraignant. Les ambassadeurs disent il fait l'apparition, il rentre dans la salle de bal, dans la salle du bal, pardon, et il se montre. Et puis très vite, il dépose le costume et il va parler avec les dames dans les embrasures des fenêtres parce que c'est plus... Enfin, on échappe à la contrainte. Bon. Le costume qui est à côté est un costume assez intéressant parce que il montre en fait toute cette diversité. J'en ai évoqué tout à l'heure, mais là, c'est un costume de fontaine d'eau parfumée. Bon. Si vous voulez imaginer comment ça se passe, la tête du personnage est dans la sphère. La sphère est posée sur une sorte de table, de guéridon en quelque sorte, et avec des jambes de lion. Et on sait que les figures, les cariatides en quelque sorte, qui sont des trois grâces, jetaient de l'eau parfumée par les saints. Dans le bal de cour, au XVIe siècle, les senteurs jouent presque un rôle aussi important que les costumes. Les friandises qu'on va distribuer aux dames ou ce genre de choses. Et effectivement, on a beaucoup de costumes à mécanisme. Vous avez peut-être des choses plus précisément à dire là-dessus. Oui, sur les mécanismes, je pense que comme ici on voit très bien, parfois le dessin comporte quelques détails ou quelques croquis supplémentaires qui nous montrent comment est-ce que la figure humaine se place à l'intérieur. Donc vous voyez ici le limaçon du guitariste, hein, qui joue assis sur le limaçon, mais en fait les jambes sont factices, mais les vraies jambes, elles, servent à faire avancer, à faire mouvoir la machine. Et ici, un autre exemple d'un monstre fontaine. C'est un vieux dispositif dont nous parle Sabatini au début du XVIIe siècle, dans un traité de machinerie. Et en fait, il suffit d'avoir un tissu bleu, brillant, lamé d'argent, et qu'on tire vers le haut, comme dans une sorte de boucle, et qui donne l'illusion que la fontaine vomit de l'eau depuis la gueule du monstre. Donc ça, on a énormément... C'est un système de poulies avec des fils d'argent que l'on fait rouler. Il faut un machiniste pour faire actionner la machine, mais ça marche très bien. L'illusion, paraît-il, était parfaite, ou presque. Peut-être, Jérôme, peux-tu parler de ce dessin très particulier pour la comédie italienne où Alors, on voit... Oui, là on est dans un autre répertoire, c'est celui de la comédie italienne, et donc où il y a un personnage évidemment qui surgit d'une robe et au bout d'une tringle et qui permet de créer un effet, disons, de tête qui monte et qui descend. Voilà. Avec girafe, un personnage. Ouais. Il faut évidemment, vous voyez sur le dessin à droite, il faut des machinistes absolument prêts à créer cette illusion. Et donc... C'est tout à fait, oui. Enfin, c'est des costumes à effet qui sont très, très puissants. La forme la plus traditionnelle, qui va durer longtemps en fait, c'est la forme du cheval jupon qu'on connaît bien, qu'on a vu tous, je pense, dans des défilés de fêtes à droite et à gauche. Là c'est des exemples empruntés au XVIe siècle d'un artiste qu'on a pu reconstituer grâce aux travaux des deux expositions, qu'on appelle maintenant le Maître de la Sirène. Et vous voyez comment Hergé montre l'actualité encore de ce type de procédé au XXe siècle, en dotant le capitaine Haddock. C'est tout simple, hein, et on peut voir d'autres exemples ensuite. En fait, le danseur est debout dans le costume, et il y a toutes sortes de choses qui dépassent et qui sont habillées en quelque sorte. On en a d'autres exemples encore.
Voilà, c'en était un, hein, finalement. Voilà. Et on a d'autres formes qui sont, alors pour répondre à votre question de la contrainte du corps et de la liberté du corps et de ce que l'on peut faire quand on a un costume, parce que ce n'est pas si évident. Il y a ce très bel exemple de costume de la discorde, magnifique dessin de Primatis, qu'il a lui-même annoté, et il dit ceci est la fortune, le bras et la voile sont feintes et paraissent vraies. Et ça sera très beau. Il rêve lui-même sur ce qu'il a fait. Et ça aura une très grande signification. Voilà. Voilà. Ce qui est frappant, c'est que bon, le bras est faux, la voile est fausse, certes, mais la jupe est vraie et elle est fendue de telle manière à libérer les jambes pour pouvoir danser. Alors, je ne sais pas, Michael, quel type de danse Au XVIe siècle, bon, ça pouvait être des bases danses, mais il y avait divers types de danse. C'est difficile à dire avec ce type de contraintes. On voit par exemple plus tard au XVIIIe siècle, quand Louis XV se déguise en if, il dansait une sorte de gavotte. Dont on a c'est pas grave, dont on a la chorégraphie. Donc l'if, en fait, c'était comme ça. Il y avait la tête au milieu avec un petit grillage pour voir, et la vraie tête de l'if, en fait, la tête du personnage de l'if était beaucoup plus haute. Et on regarde la chorégraphie à 8. On a testé avec des danseurs pour pouvoir passer à 2 costumes entre 2 autres danseurs à toute vitesse. Ça demandait une virtuosité incroyable. Donc, on est capable de faire des choses très compliquées, en fait, très virtuoses, très rapides, même avec des costumes de cette nature-là. Et peut-être, j'aurais aimé répondre à la question sur la contrainte par rapport à la danse, parce que... Oui, moi j'aurais voulu qu'on montre, tu l'as montré, les voyages d'Arlequin. Voilà. Ah oui. Et ça c'est très très rare. C'est un zibaldone. C'est en fait un compte-rendu oral d'un spectacle monté par les comédiens italiens à Paris à la fin du XVIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'Arlequin, pour les voyages d'Arlequin, et les annotations sont absolument incroyables. Vous voyez qu'il porte une sorte de parachute dans le dos, et effectivement, il est véhiculé grâce à l'air, et il porte des sortes de patins à roulettes. Vous voyez des petites roulettes sous les pieds, et on parle aussi d'un coussin qui peut se dégonfler, qu'il peut emporter avec lui pour ses voyages. Et vous voyez toutes les indications. C'est assez comique et ça mérite d'être lu, mais enfin ça, vous pourrez le voir à l'exposition, je pense. Et si on parle de lecture aussi, cette fois dans un autre sens, je pense que ce qu'on commençait aussi à évoquer, c'est la manière dont ces dessins peuvent être lus aussi en danseur. Et ça, on parlait de la contrainte du corps et de la place, notamment de la danse. Là, c'est le comique, c'est autre chose, mais on a quand même, à partir d'un certain moment, et je crois que quand on en avait parlé, on dit à partir de Caron, on a un moment où on commence à avoir une représentation du geste chorégraphique. C'est-à-dire que ces dessins nous disent à la fois d'une histoire du costume et de la fête, mais aussi d'une histoire de la chorégraphie. Et je pense que c'est en termes de méthode, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur avec ce qu'on fait aussi à l'INHA, c'est de comment est-ce que ces corpus peuvent être lus en danseur, et qu'est-ce que ça signifie de lire en danseur ces dessins. Oui, je peux vous montrer quelques exemples. Oui, ici, je vous donne un exemple très précis. Peut-être celui-ci aussi. Le père Ménestrier décrit les costumes de ballet. Il dit qu'une des qualités essentielles, c'est qu'il doit laisser la jambe libre. Un habit un peu à la romaine avec le tonnelet, comme vous le voyez ici, permet pour l'interprète masculin de danser et de ne pas être contraint par le costume au niveau des jambes. Par contre, pour une femme, il dit que les costumes pour les interprètes féminines sont moins propres à la danse. Parce que, plusieurs danseurs, plusieurs personnages féminins étaient dansés, interprétés par des hommes, justement parce que ça demandait c'était dans des contextes où on devait danser très vite, faire des sauts, et ce n'était pas envisageable encore
avant les années 1680, qu'une femme puisse danser des choses trop vives, ce qui aurait été contre la décence. Vous imaginez un peu. Donc, quand on a un personnage féminin interprété par une femme, la jupe est toujours plus longue. Elle va arriver jusqu'aux chevilles. Et au XVIIe siècle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a porté un soin à choisir des postures de danse contemporaines qui correspondent à la technique chorégraphique contemporaine. Je vous donne un exemple ici du Triomphe de l'amour. Donc, c'est pour une naïade. Et si on regarde les partitions du Triomphe de l'amour, on voit que la naïade ne danse que des menuets. Elles ont 2 entrées et ce sont des menuets. Ici, vous avez le dessinateur qui choisit de représenter la dame avec le port des bras qui est celui du menuet, c'est-à-dire en tenant ses jupes et en libérant une de ses jupes parfois pour donner la main droite ou la main gauche, mais elle danse de cette façon-là. Et si vous regardez ici les Cariens, le dessinateur a choisi de représenter une technique qu'on retrouve dans les traités. Les danseurs d'aujourd'hui qui pratiquent le baroque l'appellent la double opposition. Ça serait plus juste de parler du double pli des coudes. Donc, le coude fait une rotation la main fait une rotation vers le haut à partir du coude et qui est utilisé par exemple dans les contretemps de côté. Donc, des dessinateurs commencent de plus en plus à choisir les bonnes postures de danse. Et pourquoi? Pour 2 raisons, à mon avis. La première, c'est qu'on veut exprimer la grâce qui est recherchée sur scène. Donc, le costume doit mettre en valeur cette grâce-là. Et pour concevoir le costume, il faut tout de suite le mettre dans la bonne posture. C'est ce que font les designers de mode aujourd'hui. C'est ce que font les costumiers d'opéra encore aujourd'hui. Ils ont des silhouettes avec des postures types et ils habillent ensuite le costume pour voir le tomber. Et là, vous voyez le même costume. C'est très intéressant chez Bérain pour le Triomphe de l'amour. C'est le groupe des Cariens qui intervient au milieu du ballet. C'est exactement le même costume, strictement le même costume. Pourquoi il a fait 2 dessins? Un pour le chanteur et un pour les danseurs. Parce qu'il voulait voir comment son costume réagissait avec des postures de danseur. Et ici, une posture de chanteur qui est une posture issue du jeu du comédien du XVIIe, qui elle-même est empruntée à l'art oratoire, à l'axio rhétorique. Donc vous voyez qu'il a la main droite plus haute que la gauche, les coudes sont détachés, les doigts sont regroupés artistement et il a les pieds en dehors. Et donc vous voyez que pour la bouillonnure de la manche, c'est très primordial de savoir si elle correspond à une double opposition, comme on dit aujourd'hui, ou bien à un geste oratoire caractéristique. Et là, on voit très bien que le costume convient à la fois aux 2 rôles. C'est très bien. Et je pense qu'il n'y a pas que pour les danseurs, pour d'autres rôles, notamment les rôles chantés dans les drames lyriques, dans les tragédies en musique. Il y a eu, et aussi un peu avant, dans le répertoire dramatique, Gisset et Bérain ont beaucoup travaillé sur l'expression des personnages et on voit dans leurs dessins véritablement les sentiments des personnages de certains rôles, et quand on compare leurs dessins avec évidemment le livret ou la pièce de théâtre, on retrouve véritablement le comportement psychologique que devaient adopter les interprètes lors de ces grands spectacles. En fait, j'ai l'impression que Bérain, justement, à partir du livret, représentait ses costumes, donc les personnages, dans les positions qui correspondaient au livret. Et je pense qu'il est assez nouveau par rapport à ça. JC le faisait un peu, mais Bérain plus clairement. Bérain va plus loin, et il fallait véritablement exprimer par le costume, c'est-à-dire par le vêtement, et par les masques aussi, des expressions très, très précises qui aidaient évidemment le public à mieux comprendre l'action dramatique. On appelait ça respecter la convenance des habits. Il fallait que les habits conviennent au rôle. Et parce que dans ces grands spectacles, c'était quelquefois difficile de suivre l'action dramatique, mais il fallait donc aider le public de manière précise et surtout logique. Et peut-être une chose, une question conviennent au spectacle. Une question pour Dominique. Est-ce que la Renaissance, justement,
les postures choisies pour représenter les costumes correspondent à la technique dansée ou... Alors, on ne peut pas prendre la Renaissance en bloc, parce qu'on a des situations assez différentes. Si on prend c'était pas mal ça, c'était pas mal comme exemple. Si on prend l'art de Primatis, donc Primatis, grand dessinateur de costumes de masques pour les bals de la cour des Valois, connu pour ça jusqu'à l'étranger. Hein. Giorgio Vasari en parlera encore dans ses vies des plus excellents peintres, architectes et sculpteurs en 1568. Primatis, lui, ne règle pas la position de la figure masquée sur celle d'une attitude de danse conventionnelle, connue, codifiée. Il a un répertoire de figures en général d'études d'après nature, qu'il utilise aussi bien pour ses peintures monumentales. Ici, c'est un zéphyr à gauche qui est un dessin préparatoire retouché par Rubens, mais enfin peu importe, pour l'appartement des Bains à Fontainebleau, hein, les actuels petits appartements sous la galerie François Ier. Et on voit bien que c'est une attitude très proche de celle du costume de Zéphyr, hein, qu'on reconnaît bien comme Zéphyr avec sa grande trompe et son petit éventail parce que c'est un vent léger. Voilà, ça, il va taper dans le même répertoire. Quelquefois, c'est un répertoire qu'il emprunte à d'autres. On peut voir un exemple. Ici, par exemple, pour faire ce costume, dont les ambassadeurs disent « je ne sais pas si c'est Goliath ou je ne sais pas si c'est Holoferne ». En fait, c'est Goliath parce que dans la même mascarade, il y avait David. Donc, et c'est un très très grand costume, c'est un costume gigantesque. Pour vous donner une idée, le personnage regarde ici, hein, c'est un géant. Et pour représenter un géant, à travers le ruban de la cuirasse, voilà. La tête est une lanterne. À l'intérieur, il y a de la lumière. Il y a une chandelle et ça fait des yeux rouges comme ça, c'est impressionnant. Bon, et bien pour faire ce costume-là, il utilise un dessin de Michel-Ange qu'il avait dans ses biens propres dont on a la mémoire dans deux autres dessins que je vous ai montrés. Donc on n'est pas du tout sur une attitude chorégraphique, on est toujours sur un répertoire de peintres qui sert d'ailleurs à Fontainebleau, si on voit la diapositive suivante, puisque en fait, ce dessin de Michel-Ange lui a servi à faire un Hercule travesti dans Hercule et Omphale à la Porte Dorée, une composition dont vous pouvez voir le souvenir ici même à côté de la cour ovale. Donc on n'est pas du tout dans le même... Dès la Renaissance, c'est comme au XVIIe siècle, on cherche à aider le public. Oui, alors on cherche à aider le public, mais on ne cherche pas à aider le danseur. Ah, mais non, mais ça, oui, d'accord, c'est une chorégraphie. C'est la danse, on est dans un autre monde que celui peut-être du théâtre ou de la tragédie chantée, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que dans les deux cas, l'artiste contribue à la compréhension du spectacle en créant des rôles, des personnages qui conviennent parfaitement au sujet qu'ils doivent traiter. Oui, vous comprenez? Oui, je comprends. La question de la convenance est respectée, c'est-à-dire l'adéquation du costume au rôle et aussi à celui qui le porte, éventuellement, même s'il y a des effets d'indécence qu'on peut se permettre sous le masque. Ce qui est difficile à appréhender, à percevoir, c'est quelle est la place exacte du peintre au XVIe siècle dans la préfiguration de la fête. C'est-à-dire, il peut préfigurer le costume, clairement on lui a demandé et clairement il l'a fait. Mais est-ce qu'il a préfiguré les effets d'ensemble des corps costumés, des corps dansants? Par exemple, le dessin qui représente, c'est le suivant, je crois, qui représente des figures costumées en lion, en chien à trois têtes et en bélier. On voit que ce sont des personnages qui apportent des plats, justement ces friandises dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que la disposition des figures, je n'en sais rien, hein, est-ce que la disposition des figures est simplement un témoignage, le fait que Primatis sait comment les personnages marchent pour entrer dans une salle où on fait une mascarade, ou est-ce que c'est un dessin de programme, en quelque sorte, avec une sorte de prescription donnée par le peintre
au mouvement du corps costumé. J'en sais rien du tout. Je pense que c'est la première hypothèse, mais j'en suis pas sûr. Peut-être quelque chose sur justement sur le côté, la présentation tripartite, parce que ça, c'est quelque chose d'assez ancien. Je cherche la diapositive. Oui, c'est quelque chose d'assez ancien et qui disparaît presque, en tout cas dans la deuxième moitié du XVIe siècle, disparaît. Mais il y a quelques survivances comme ça, où on a fait cet effet d'ensemble. Ce dessin, par exemple, du Maître des Chimères, qui est un dessinateur qui a été stylistiquement identifié comme du début du XVIIe siècle. Et effectivement, même la conception tripartite des figures, les ergots, le côté grotesque des costumes fait pencher pour cette explication. Par contre, on se rend compte on connaît d'autres dessins de ce dessinateur, et en fait, il a sévi des années 1660 aux années 1690 pour les comédiens italiens notamment, et même un peu pour Molière. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce dessinateur qui est archaïque garde aussi cette idée de la vue d'ensemble où on met 3 personnages à la fois par feuille, comme on peut voir dans certains des dessins que vous avez montrés. Je voudrais j'ai dit tout à l'heure que le XVIe siècle ne pouvait pas être appréhendé d'un bloc, et vous avez évoqué tout à l'heure pour l'apparition d'une représentation chorégraphiée du costume, l'exemple de Caron. Si on va sur, je crois que j'ai mis une diapositive, ça doit être plus haut, voilà, qui va venir, mais où on a des dessins de Caron conservés à Stockholm, où on voit des figures qui semblent bien être dans des attitudes, j'allais dire, de danse réelle. Voilà. Mais on touche là un autre problème, un problème tout à fait intéressant. Pour les dessins de Caron, on n'est pas sûr que ce soit des maquettes de costumes. Il est très possible, il est même vraisemblable, quand on étudie bien l'ensemble du fond de Stockholm, qu'en fait, ce sont des figures qui ont été prélevés dans des représentations de fêtes, donc dans des grands dessins qui témoignaient de fêtes de l'époque de Caron. Et ça change tout. Ça change tout, puisqu'en fait, là, on a la représentation d'une danse réelle et pas une maquette de costume. Et c'est difficile à trancher parce que c'est le problème des dessins détourés, dont on ne sait pas s'ils ont été détourés pour être extraits d'une grande scène ou s'ils ont été détourés pour évacuer des inscriptions. Finalement, peut-être avant d'ouvrir aussi, de passer le micro à la salle, finalement, tout ce qu'on vient de voir nous montre que justement, ces dessins fournissent une documentation, c'est-à-dire que ce sont aussi des œuvres qui documentent extrêmement bien justement ces fêtes, que ce soit la danse, la chorégraphie, les costumes, le théâtre et même la musique. Je pense qu'on pourrait aussi en parler. Mais peut-être que, Jérôme Delagorce, vous pourriez nous rappeler quelques éléments quant à l'histoire des collections, c'est-à-dire que comment est-ce que aussi ces dessins sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, et cette question de la transmission et de garder une trace, et à partir de quand est-ce qu'on commence à vouloir garder trace de ces fêtes? Non, j'estime que pour cette exposition qui devait avoir lieu au Louvre, nous avons eu beaucoup de chance parce que c'est un fonds qui, en fait, j'ai retrouvé l'historique, a été constitué pendant le règne de Louis XIV par quelqu'un qui s'appelait Claude Pioche du Rondray, fils d'un bourgeois parisien, marchand libraire, qui est entré en contact avec Bérain très très tôt et qui a passé toute sa vie, raconte Gersaint, à recueillir des dessins, des témoignages de tous les grands spectacles montés à la cour de France et à Paris, parce qu'il avait dans l'idée que tous ces spectacles, toutes ces fêtes disparaissaient à la fin, évidemment, de ces événements, et que donc il fallait absolument conserver le souvenir. C'est une idée presque moderne à cette époque. Il fallait garder un souvenir de tous ces grands événements qui avaient passionné donc les générations de spectateurs à Paris et à la cour. Et je pense qu'on a beaucoup de chance au Louvre d'avoir cette collection Rothschild qui est composée donc d'un fonds qui a été constitué par du Rondray,
qui a été oublié par les historiens et qui est pourtant, à mon avis, le personnage clé si on veut comprendre cette exposition et ses costumes. Il faut savoir que pour tous les opéras de Lully, il avait réuni des dessins remarquables. Il y a le choix des dessins qui compte, mais il y a aussi il est expliqué, il a laissé des textes où il explique comment il fallait procéder. Il demande, par exemple, qu'on fasse des recherches dans les archives, qu'on aille notamment chez les diplomates pour recueillir les descriptions soit imprimées, soit manuscrites. En fait, il y a même une règle de conduite pour le chercheur qui travaille sur le costume. Il indique vraiment tout ça, et je crois qu'il faut le dire, c'est très important. On est à l'origine, finalement, de la recherche pour les arts du spectacle, et du Rondray, plusieurs siècles avant nous, avait trouvé déjà toutes les méthodes de recherche. Une charte de l'archivage. Voilà. Et l'idée de conserver le souvenir de spectacles qui sont appelés à mourir à chaque fin de représentation ou à chaque fin de fête, me paraît une idée extrêmement intéressante. Tout à fait. Le conservatoire de l'éphémère est quelque chose de tout à fait important. Moi, ce qui me frappe en étudiant les dessins pour le XVIe siècle, c'est qu'en fait, il y a 3 corpus bien conservés, au fond, conservés de façon sérielle, très méthodique. Il y a le corpus des dessins de costumes de fête, donc avec les grands fonds de Stockholm, de Florence, du Louvre, et puis des pièces isolées, mais assez nombreuses, à droite à gauche. Il y a l'autre type de dessin, comme ça, méthodiquement conservé, les dessins d'armure, les dessins pour les armuriers. Et le 3e type, c'est le portrait, le portrait, et en particulier le portrait des personnes de la cour. Donc à chaque fois, ça touche vraiment à la personne et manifestement, le rôle pour le XVIe siècle, le rôle de Catherine de Médicis et d'Henri II ont été décisifs, plus importants que celui de François Ier et plus important, bien sûr, que celui d'Henri III ou même d'Henri IV. Henri IV qui reste une période faible pour notre connaissance de l'histoire du costume. Je voulais ajouter quelque chose à propos de ce Durondray. Ce Durondray voulait créer un immense ouvrage, une sorte de traité pour tous les grands événements qui avaient lieu en France. Et il avait déjà fait une classification avec tout un chapitre très important accordé au spectacle équestre, les tournois, les cavalcades, les carousels après, au moment où on abandonne les véritables combats pour des jeux d'adresse. Et en fait, on a suivi un peu les conseils pour l'exposition de Durondray. On a fait un plan par genre, comme Durondray l'avait demandé et comme Durondray l'aurait souhaité pour ce grand projet qui n'a jamais pu aboutir, mais dont il a tracé les principales lignes dans des écrits qui nous sont heureusement conservés. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ce qui permet aussi de rappeler que là, dans ce moment d'échange, nous n'avons parlé que des costumes. Nous n'avons pas parlé des chars et d'autres aspects de la fête qui sont aussi très nombreux et aussi documentés. Mais voilà, nous parlions aujourd'hui de costumes. Il est peut-être temps de passer la parole au public. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces corpus, leur conservation, sur les expositions qui sont à venir. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est aller voir l'exposition, évidemment. Oui, voilà, il faut être un peu patient encore. 27 octobre, oui, on a remis les dates. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. D'accord. Oui, vous disiez que ce corpus du coup fait de papier n'était pas consultable du tout avant. Quelles sont les méthodes de conservation qui maintenant font qu'on peut les exposer, qu'elles ont pu être ouvertes? Parce que moi-même je travaille en archives et je sais que
il est difficile quand des documents sont, on va dire, collés entre guillemets, de réussir à faire en sorte que toutes les pages puissent être exploitées et de nouveau vues. Du coup, qu'est-ce qui a permis ça? Voilà, je vais peut-être essayer de répondre. Donc, 14 volumes, effectivement, qui étaient d'abord des volumes, ce qu'on appelle des volumes factices, c'est-à-dire où les dessins étaient rapportés sur des feuillets anciens, dont vous direz peut-être un mot, et eux-mêmes montés sur des feuillets, collés sur des feuillets modernes. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est démonter les reliures, enlever les feuillets modernes. On les a remplacés par des feuillets mobiles montés sur onglet. Et à chaque fois qu'on veut présenter une feuille, on décolle ce feuillet mobile qui est tenu par une toute petite charnière de papier japon. Et on peut encadrer le dessin. À la fin de l'exposition, on démarche inverse, on le réinsère dans la reliure. Parce que la collection Edmond de Rothschild a une particularité, c'est qu'elle a été donnée donc, de façon extraordinairement généreuse par le baron Edmond de Rothschild et son épouse, mais avec un testament et des clauses qui exigeaient un extrême respect du mode de présentation des œuvres dans les albums. Donc on n'a pas du tout changé l'ordre, on n'a pas du tout changé les formats, même si ça aurait été plus confortable pour certaines feuilles. On a simplement substitué aux feuillets modernes des feuillets beaucoup plus sains, avec un papier cette fois neutre et qui ne risquait pas d'attaquer l'œuvre elle-même. Il faut dire que pour ce genre d'intervention, à chaque fois, on demande le feu vert de la famille Rothschild. On est très, très, très attentif à ce que ça soit fait sous leur contrôle. Pendant des années, c'était impossible, en tout cas, de présenter des dessins pour des expositions, pratiquement. Vous avez connu ça. C'était pratiquement impossible, on ne pouvait pas. Alors, on avait beau publier les dessins dans des revues, mais ce n'est pas du tout la même chose que quand vous voyez véritablement ces œuvres d'art qui sont quelquefois remarquables. Pardon. Et que faisait-on des costumes après leur utilisation? Est-ce qu'ils étaient réutilisés, modifiés ou détruits? Souvent, ils disparaissaient, ils étaient détruits. Et il nous reste quelques vestiges, si je puis dire. Il y a à la bibliothèque de l'Opéra à Paris un costume qui, à mon avis, remonte à l'époque de Bérain, de danseur, voilà, avec des motifs répartis sur des lignes, si je puis dire, des rayures horizontales. Ça, on trouve ça dans les dessins de Bérain. Et puis, il y a un costume pour un carrousel qui, selon Tessin, aurait pu être de Bérain, dessiné par Bérain. Mais là, la recherche doit être Mais il y a peut-être un point où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'ils n'étaient pas, je ne crois pas qu'ils étaient détruits. Parce qu'on a plusieurs vies après de ces costumes qui étaient possibles. Il y a premièrement, le plus ancien, c'est celui de la revente. Il y a même un ballet qui s'appelle le ballet de la revente des habits de ballet. En fait, oui, donc en fait, c'est les costumes de ballet, par exemple. On connaît un peu mieux. Une fois que le ballet de cour était fini, je parle avant qu'il y ait des magasins pour les stocker. Donc vraiment, début du XVIIe, ce qui est arrivé, c'est qu'on les a souvent vendus à des comédiens qui les ont rachetés. Par exemple, quand on jouait la tragédie au tout début du XVIIe, donc il y a eu des tragédies. Après, il y a eu une sorte de pause où il y avait de la tragédie-comédie, plus vraiment de tragédie, mais il y a eu une phase où on jouait en pourpoint les tragédies à la romaine, en pourpoint du XVIe siècle. Donc, qui n'était pas, c'était ce qu'on appelle un costume de vieille mode ou un costume à l'antique. Et à l'antique, et ça ne voulait pas dire à la romaine. Hein. À l'antique, ça pouvait autant être un costume à la romaine qu'un costume du XVIe siècle ou médiéval. Et donc, une des vies, c'était les comédiens. Et d'ailleurs, à l'époque de Racine, par exemple, là, on joue les tragédies en habits à la romaine, qui étaient parfois que les comédiens avaient acheté
de stock de ballets de cour. Quelquefois, il y avait des incendies. En 1704, il y a eu un incendie et Durandray, celui dont je vous ai parlé, qui à mon avis était un collectionneur génial, en parle dans ses écrits. Il parle de l'incendie de 1704 et il a vu des tas de merveilleux costumes détruits par cet incendie. Et c'est pour ça qu'il a voulu aussi se lancer dans une collection avec des reproductions ou des représentations les plus fidèles possibles des costumes, et c'est pour ça qu'il s'adressait aux créateurs de ces costumes. Et c'est pour ça que cette collection Rothschild actuellement est exceptionnelle. Peut-être une parenthèse sur l'incendie. Justement, cet incendie-là, c'est la deuxième vie, c'est les magasins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu faire l'économie, comme on faisait par exemple à l'époque de l'opéra, on rejouait des opéras avec les mêmes rôles, des tritons, des bergers. À un moment donné, ce n'était pas possible de toujours refaire. Et donc, il y a eu des magasins. Il y a eu le magasin de l'opéra qui était entre le Palais Royal aujourd'hui et le Louvre. Et il y avait le stock des menus plaisirs qui était dans le Louvre à un étage. Donc, je ne sais pas c'est lequel des deux. Comment? C'est au Louvre, ouais. C'est au Louvre, dans la cour carrée, à l'étage. En fait, dans la cour carrée, il y en avait un magasin aussi. Et je ne sais pas c'est lequel de ces magasins qui a brûlé. Mais donc ça, c'est une chose. Il y a aussi des insectes, il y a l'humidité. Et pour les costumes de scène, il y a aussi l'usure. Parce que c'est très violent, le jeu d'un comédien, le jeu d'un chanteur, le jeu d'un danseur, encore plus. La technique, donc ça abîme très vite ces costumes-là. Et il y a un autre paramètre, peut-être pour compléter les différentes vies que pouvaient avoir ces costumes-là, c'est le changement des modes. Comme ces costumes-là étaient anachroniques par essence, au XVIIe, on mélangeait l'antique avec les modes, les galanteries contemporaines, les cravates, les nœuds de ruban, les bas, les souliers à talons, les perruques contemporaines. Évidemment, quand la mode change, quand le type de corps baleiné, par exemple, pour les femmes va changer, les costumes deviennent désuets. Ils n'ont plus cette même force de galanterie qu'on cherche s'ils sont démodés. Et donc, ça c'est un autre sort qui leur arrive et on doit en changer, on doit en réinventer des nouveaux. Donc ça, c'est une autre possibilité. Oui, alors sur la question du remploi au XVIe siècle, on a peu de témoignages, on en a essentiellement pour le remploi des joyaux, des bijoux. Parce qu'en fait, on mettait des pierres précieuses réelles, alors qu'on avait des toiles de faux or, de faux argent, etc. Bon, pour ce qui était des joyaux, quand les personnages étaient très importants, on brodait, on les fixait sur les costumes, et évidemment, on les reprenait. Le principe du costume de mascarade dans le bal de cour au XVIe siècle, c'est le renouvellement. C'est le renouvellement de la forme, de l'imagination. Il faut toujours produire du nouveau. Et peut-être que d'une certaine façon, la Lorraine fonctionne de la même manière. La somptuosité des costumes de Bélange. Alors ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si on va en commencer par parler de Bélange, parce que c'est... Non, il y a eu toute une discussion à propos de Bélange, parce que les costumes, vous voyez, sont d'une richesse extraordinaire, et on ne sait pas exactement si ces costumes sont des modèles qui ont été faits pour être réalisés, ou si ça correspond au dessin, à une maquette. Enfin, on appelle ça une maquette maintenant, c'est-à-dire un projet original pour créer des costumes. En fait, on a cru que Bélange était l'auteur aussi de ces grands dessins. Et donc, on a eu pas mal de discussions. Et pour le moment, grâce à la découverte du turc et de sa signature, on sait qu'il y avait aussi des petits dessins annotés, comme ceux dont nous avons parlé. Mais vous êtes trop modeste. Vous êtes trop modeste. En réalité, vous avez mis la main sur quelque chose d'absolument fabuleux. Vous avez identifié la série de Chantilly comme de Bélange. Et on peut le dire, ce sont de somptueux dessins de Bélange. Si l'analyse stylistique a un sens, je crois on le reconnaît. Et alors c'est d'autant plus prodigieux que c'est des dessins qui sont pas du tout à la même échelle que ceux qu'on a pour la cour des Valois ou qu'on a plus tard. Il y a peut-être un peu une miniaturisation avec le temps d'ailleurs. Hein, on est sur des formats plus petits. Mais les dessins de Bélange, je vais poser le micro un instant pour vous montrer la taille, c'est ça. C'est des très très grands dessins, c'est incroyable. Ça, c'est un phénomène autour de 1600. Hein. La croissance des échelles avec le maniérisme tardif, c'est quelque chose d'assez frappant. Moi, Michael, j'aurais bien aimé qu'on revienne sur cette question. Alors, non pas du fait que le costume se démode, mais que le costume, quand il est pertinent à la date où il est fait,
et quelquefois un costume de vieille mode. Et moi, parce que ça, c'est quelque chose qui existe dans le costume du XVIe siècle, dans le costume de mascarade. Pour la mascarade un dessin de Gisset pour la mascarade, Campagnard, non Mais si, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un des rôles de cette mascarade. Et on se moque justement des écoliers, du maître d'école. Ça, c'est un exercice de frustration. Hein. Non, mais rassurez-vous, vous verrez tout ça au Louvre. Hein. Alors, où est-il? Tu l'as mis au début. Hein. Voilà, voilà, là voilà. C'est un costume d'écolière que vous avez ici, de Gisset. À droite. Hein. Oui, à droite. Gisset, c'est le prédécesseur de Bérain, et c'est pour une mascarade qui a été donnée en 1663, je crois, à Vincennes, ou en tout cas pour les spectacles de Louis XIV. Et on s'est moqué des vieilles écolières, vous voyez, on lui a même mis elle ne peut même pas marcher correctement. Elle a un talon plus haut que l'autre. Le costume est ridicule et volontairement désuet par la coiffure, par le vertugadin dont elle est parée. Et donc, elle contribue au comique véritablement de divertissement, parce qu'il s'agit d'une mascarade aussi, à laquelle Lully a participé en tant que compositeur et comme maître d'école. Et il dirigeait des écoliers et des écolières. Et là, vous avez en bas « écolière ». C'est donc une des interprètes de cette mascarade ridicule. Et vous voyez que le costume est volontairement démodé et pouvait faire rire, évidemment, le public de l'époque. Il y a eu des sourires dans la salle quand même. Ah oui, pas que de l'époque. Tout simplement pour dire oui, c'est soit l'humour, ou soit une espèce de rêve qu'on essaie de recréer pour la pastorale, par exemple. Les bergers sont en habit de vieille mode, les Espagnols aussi. Donc parfois, c'est des rôles comiques. Parfois, ce sont des rôles aussi qui se veulent atemporels ou nostalgiques. Tout à fait. Il y avait une autre question? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non. Bon, on va peut-être... Rapidement, est-ce que vous savez si dans l'opéra contemporain, on a des mises en scène qui sont tirées d'inspiration de ces dessins et d'anciens costumes? Très peu, très peu, parce que il y a une manière de penser, la mise en scène et aussi la manière d'imaginer les costumes, se fier à ces sources-là qui sont abondantes. Parfois, c'est vu comme si le costumier était servile, copiait servilement. Et donc, il y a très, très peu d'occasions d'en faire parce que ça ne correspond pas à l'esprit de notre temps. Mais il y a des expériences qui sont faites. Je conduis quelques projets comme ça de reconstitution de costumes, notamment d'Henri Gissé. On les a recréés, on les a testés en scène, on a dansé avec ces costumes-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on comprenait beaucoup mieux la danse et le théâtre de cette époque-là en se donnant la permission d'essayer de reconstituer. Parce souvent, on nous dit « Ah, c'est archéologique et poussiéreux ». Mais bon, pour les historiens d'art, nous, tout ce qui est poussiéreux, on aime bien. Donc, je pense qu'au contraire, il devrait avoir plus de reconstitution de costumes pour les opéras de cette époque, parce qu'on se rendrait compte par exemple, pour Atis, hein, vous avez vu l'Atis de Villégier. En fait, ça, c'était le costume pour le roi Sangarre. Et donc, il est un costume complètement coloré, comique, hein, entre autres. Ça, c'est ce que Jérôme Delagorce a montré, parce qu'il est débraillé, il n'a qu'une chemise avec un jabot, même si tout ça est en couleur d'algues et peau de poisson.
Oui, alors là, sur cette question effectivement, de savoir quelle est la part d'inspiration qui est trouvée aujourd'hui par les costumiers des grandes maisons d'opéra pour ça. Alors, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Effectivement, il y a des gens qui ont conçu des costumes qui connaissent ce qui est publié, c'est-à-dire très peu, des costumes anciens. Ils s'en servent pour en dériver, c'est-à-dire c'est des mises à feu de leur propre imagination, et puis ça va dans un sens qui est toujours le même, qui est le sens d'une économie. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'entendre Jean-Marie Villégier au moment où il travaillait sur Atis, mais très vite la question de la reconstitution des costumes était simplement inatteignable économiquement. 101 costumes, 110 costumes, je ne sais plus. Bon, c'est impossible. C'est impossible. Donc, en fait, il a essayé de saisir le parfum de l'époque et puis de travailler avec les codes de son propre temps pour être dans l'économie de son propre temps, tout simplement pour que le spectacle existe. Et on doit dire merci à ce spectacle parce qu'il a fait beaucoup pour attiser la curiosité, pour faire, alors ce que Michael Bouffard fait très bien avec le professeur Forestier dans le cadre de l'atelier Molière-Sorbonne, ou pour des petites formes, pour des formes beaucoup plus économes en nombre de personnages, on peut faire ce travail historiquement informé sur le costume et travailler, mais c'est encore là, ça se fait à condition d'avoir des collaborations presque bénévoles d'écoles. Christie avait aussi très bien travaillé pour Atis. Oui, pour tout le côté musical. Mais je veux dire, c'est moins coûteux de retrouver, de retravailler l'interprétation. Même s'il y a un coût de fabrication d'instruments copiés sur les instruments anciens, etc., c'est moins coûteux que d'avoir l'économie nécessaire pour la recréation des costumes. Et en fait, justement, on réussit à financer ces costumes-là par des programmes pédagogiques, avec des écoles de broderie, de costumes, et aussi parce qu'ils vont nous resservir pour d'autres pièces. Parce qu'en constituant un vestiaire où un même costume peut servir dans 14 tragédies différentes, l'économie, elle vient sur le long terme. Mais effectivement, quand c'est comme à l'opéra souvent, ou à l'opéra comique, c'est un spectacle une fois qui sera peut-être repris, mais les costumes ne vont jamais resservir dans une autre production. Parce que le costumier a aussi ses droits d'auteur. Un autre costumier ne peut pas utiliser les costumes d'un tel. Ce qui est très vrai à l'Opéra Nice, par exemple, dans les stocks, les costumes sont réservés pour une seule production pendant 5 ans, je crois, et ils ne peuvent pas être utilisés par d'autres costumiers pendant 15 ou 20 ans. Et après, on peut les piller pour refaire des parties. Donc, il y a ça aussi. Il y a la question que quand on demande à une personnalité de créer des costumes, on ne peut pas les interchanger. Donc, il n'y a pas l'économie du stock qu'il pourrait y avoir, qu'il y avait à l'époque, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être Merci à tous pour votre présence et merci beaucoup à nos 3 intervenants. Et puis, voilà, on ne peut que vous inviter à aller voir l'exposition, les expositions qui auront lieu avec un petit calendrier décalé. Mais voilà, on se réjouit d'aller voir prochainement. Voilà. Merci et puis bonne suite de festival.